Il est 19h03. Nous allons donc commencer. Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Merci d'être aussi nombreux. La thématique ce soir, c'est comment améliorer vos pratiques digitales et optimiser votre site internet. Donc, ce webinaire est animé par Marine Mattista et moi-même, Muriel Damcourt, de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne. Nous faisons partie du service développement économique, dont le numérique est vraiment au cœur de notre activité lorsque nous accompagnons nos artisans. Lors de ce webinaire, nous aborderons plusieurs sujets. D'abord, pourquoi optimiser son site internet ? Ensuite, le référencement naturel, pourquoi et comment ? L'expérience utilisateur, quelques éléments techniques et enfin le règlement général sur les protections des données, le RGPD. Et nous terminerons par le financement, les financements qui sont disponibles aujourd'hui pour le numérique. Et vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser des questions. On y répondra tout à la fin. Donc, vous pouvez, durant le webinaire, les poser dans le chat ou à la fin, si vous voulez activer votre caméra. N'oubliez pas de tous, s'il vous plaît, couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, un petit instant, nous allons commencer. Excusez-moi, il y a juste un petit souci technique. Non, ça marche plus. Voilà. Donc, pourquoi, excusez-moi, là, on y va. Pourquoi optimiser son site? Alors, d'abord, ça passe par trois choses. L'accessibilité de votre site, le contenu. On ne peut pas écrire n'importe quoi sur son site. Il faut que ce soit qualitatif. Et le temps de téléchargement de vos images. C'est une opération qui est devenue absolument indispensable pour qu'une plateforme et une entreprise fonctionnent. Pourquoi? Parce que les internautes sont de plus en plus exigeants et de plus en plus impatients. Donc, si vous voulez garder sur votre site, il faut qu'il soit bien fait. Le référencement naturel, et ce qu'on appelle en termes techniques, c'est le SEO, Search Engine Optimization, que au niveau informatique, beaucoup de termes viennent de l'anglais. C'est le référencement organique et aussi appelé naturel, puisqu'il est gratuit en opposition au référencement payant. Donc, il s'agit de l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement de votre site internet dans les moteurs de recherche et de générer donc du trafic et de convertir les actions de vos internautes pour acheter. Les moteurs de recherche, aujourd'hui, il y en a trois principaux. C'est Google, 94% des internautes utilisent Google. Seulement 3% pour Bing, et après, on a derrière Yahoo. Et évidemment, il reste une toute petite part de marché pour quelques-uns très peu connus, comme Ecosia par exemple. Mais bon, il faut surtout retenir ces trois principaux qui sont les trois géants et bien sûr le leader mondial, Google. Le contenu et le choix de vos mots-clés. Ça commence par là, le référencement. Donc, pour avoir un SEO performant, il faut de la qualité sur vos contenus. Ça, c'est indispensable. Insérer des mots-clés, il vous faut réfléchir aux questions qui sont posées par vos clients, donc les internautes. Les bons mots-clés sont généralement composés de plusieurs mots, pas seulement un seul. Ils sont le juste milieu entre un mot-clé qui est assez précis pour répondre à une requête précise de l'internaute, mais aussi il faut rester généraliste pour générer un plus grand volume. Il existe plusieurs méthodes de recherche pour les mots-clés. Donc, il faut qu'ils soient impactants. Et pour cela, il faut vous-même que vous fassiez votre liste avec un grand nombre de mots-clés à partir de vos connaissances sur vos personas. Ce qu'on appelle les personas, c'est un profil type de client. Et à l'aide d'un dictionnaire aussi des synonymes. Puisqu'on vous demande d'avoir beaucoup de mots, il va falloir utiliser forcément des synonymes. Puisque Google ne va pas aimer si vous répétez 10 fois le même mot dans la même page. Utilisez un outil de planification de mots-clés, ça c'est possible, tel que Google AdWords, pour obtenir un ordre d'idée des volumes de recherche de ces mots-clés dans Google.
Vous pouvez aussi effectuer une sélection de vos mots-clés ensuite, quand vous aurez terminé ces deux étapes précédentes, vos deux listes. Quelques outils qui vous seront bien utiles, que je vous recommande largement d'utiliser. Google Keyword Planner, et c'est grâce à lui que vous pouvez vous tenir au courant des tendances au niveau des mots-clés. Vous avez également Ubersuggest, c'est un outil qui permet de générer des idées de mots-clés. Donc ensuite, vous avez plus de choix. Answer the Public, il a pour objectif, celui-ci, de vous donner un aperçu de la recherche. Il permet de construire des visualisations simples de données, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un générateur de questions et d'associations d'idées sur une thématique donnée. Bref, en quelques secondes, il va vous identifier toute une série de questions liées à un mot ou à une expression. On vous communiquera par la suite la présentation, ce qui vous permettra d'avoir ces données qui sont intéressantes, ces outils pour vous. Le netlinking, qu'est-ce que c'est en français? Bon, j'ai essayé de traduire les termes, on ne peut pas toujours, mais c'est la mise en réseau par des liens. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche. Et pour cela, il faut obtenir des liens avec vos partenaires et vos clients, faire des communiqués et les envoyer à la presse généraliste et spécialisée. Et le fait d'envoyer un article, justement, va, au sein d'une presse renommée, ayant une très bonne réputation, faire grimper votre trust flow, c'est-à-dire avec du contenu qui sera qualitatif. Et c'est ça qui va vous faire remonter dans les moteurs de recherche. Il faut travailler aussi avec des personnes qui ont un réseau. C'est-à-dire ce sont des individus qui sont influents dans votre secteur d'activité et qui peuvent proposer un produit ou des services que vous faites. C'est typiquement ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec comme on les nomme, les influenceurs. Vous pouvez faire aussi des échanges de liens avec des personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité que vous. Ça se fait aussi et ça vous permet d'optimiser votre référencement. Concrètement, pour améliorer son référencement, donc, comment ça fonctionne? Chaque moteur de recherche utilise ses propres algorithmes pour référencer toutes les pages qui sont présentes à travers le monde entier, sur la toile, sur le web. Si les règles de ces algorithmes ne sont pas publiques, néanmoins, on sait comment ils fonctionnent à peu près grâce aux multiples tests et recherches des professionnels du marketing digital. Les algorithmes vont valoriser ou au contraire pénaliser certaines pages en fonction des trois grands critères suivants: la structure de votre site, le contenu, qui doit être vraiment qualitatif, leur réputation. La difficulté pour le référencement naturel, c'est cependant que les algorithmes ne cessent de changer, même si certains paramètres ont été identifiés, comme je l'ai dit précédemment. Les critères de référencement valables il y a 10 ans ne sont plus aujourd'hui. Par exemple, il était possible avant de duper, entre guillemets, Google, en mettant un mot-clé 10 fois sur la même page. Aujourd'hui, Google, au contraire, ne va pas aimer ça et ça va desservir votre référencement. Donc l'abus même de mots, justement, qui ne portent pas de sens, un autre exemple, va vous desservir. Techniquement, les moteurs de recherche envoient des crawling bots, des sortes de robots d'exploration, pour défiler toutes les pages présentes sur le web et en lire le code HTML. Donc c'est ce qui s'appelle, eux font le référencement, l'index de tout ce qui existe sur le net. Ces robots vont analyser les textes, ils vont tout lire, les titres, les légendes, les nominations de vos photos, de vos vidéos sur chaque page. Il va les indexer, c'est-à-dire qu'il va les classer dans un immense répertoire des pages de moteurs de recherche. Par la suite, lorsqu'un internaute va faire une requête sur son moteur de recherche, sur Google, il va taper, le moteur de recherche va regarder dans son index,
dans son annuaire, on va dire, et il va lui sortir les résultats qui correspondent au mieux à sa requête selon un ensemble de critères, mais il va prendre évidemment tout ce qui est de plus pertinent et qui a une bonne notoriété. Donc l'objectif des moteurs de recherche est simple, renvoyer à chaque requête les résultats les plus pertinents. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Vous devez donc partager cet objectif et comprendre quelles sont les requêtes sur lesquelles votre produit ou votre service est la réponse la plus pertinente. Ça, c'est la question numéro 1 à vous poser. Quelques critères de référencement qui sont pris en compte aujourd'hui par les moteurs de recherche: l'architecture de votre site, les performances des pages, c'est-à-dire la vitesse de téléchargement, parce que souvent, quand c'est trop long, on n'a pas la patience, on va sur un autre site. Est-ce qu'elles sont adaptées, lisibles sur votre portable, ce qui n'est pas toujours le cas. Les mots-clés et la densité des mots-clés, ainsi que l'exploitation du champ lexical autour des mots-clés. Un contenu de qualité, on en a parlé précédemment, toujours essentiel, en volume suffisant, qui soit à la fois unique et original, bien écrit avec les codes HTML qui y correspondent au niveau informatique. Le nom de votre domaine, il faut y faire attention aussi. Et les backlinks, c'est ce qu'on appelle, c'est des liens externes qui renvoient vers votre site. Quelques autres petits conseils qu'on vous donne comme ça, listés, de faire en sorte que votre site soit bien structuré avec une architecture claire et définie. Comme ça, l'internaute se connecte et il sait tout de suite où il va aller, il n'a pas besoin de chercher. Un bon maillage interne est essentiel, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à mettre des liens qui dirigent vers d'autres pages de votre site. Pour revenir, par exemple, cliquer sur le logo et revenir au menu de votre site. Fournissez également le sitemap, c'est-à-dire le menu de votre site, à Google Search Console. Avec ceci, il pourra identifier les pages de votre site et les liens entre elles. Et enfin, même si ça paraît vraiment essentiel, soignez l'orthographe, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite faute. Une petite chose, on vous a mis une petite image et qui est rigolote, mais il faut quand même le dire, les copier-coller sont interdits. Hein, c'est puni par la loi et c'est du plagiat. Parce que parfois, c'est tentant, il faut bien le dire. On va passer à la partie suivante que Marine va animer, l'expérience utilisateur. C'est à toi, Marine. Merci, Muriel. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur ce qu'est l'expérience utilisateur pour que vous compreniez un peu pourquoi les tenants et les aboutissants de votre site internet et que ce n'est pas juste une jolie vitrine. Alors, voilà. Donc en fait, dans le contexte aujourd'hui, l'expérience utilisateur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est la façon dont votre internaute va interagir avec votre site internet. C'est qu'est-ce qu'il va ressentir une fois qu'il va être sur votre site, quelle est sa démarche qu'il va effectuer, où est-ce qu'il va cliquer, où est-ce qu'il va aller. Et en fait, il y a plein de réponses à lui apporter pour que justement vous puissiez amener cet internaute à l'action que vous souhaitez. Alors, il va pouvoir, si c'est un site, une boutique en ligne, il faut l'inviter à acheter. Si vous êtes un prestataire de service, par exemple, c'est lui faire un devis, lui faire une demande de contact, qu'il prenne un rendez-vous, etc. Et en fait, on va étudier toutes ces petites choses-là pour essayer de l'emmener là où vous le souhaitez. Qu'est-ce qui est important de comprendre aussi aujourd'hui, c'est que la navigation de tout le monde, je pense que vous pouvez le voir même dans votre vie personnelle aujourd'hui, la façon dont vous naviguez sur Internet, elle va évoluer au fil de la journée. En général, sur la journée, vous allez être sur un ordinateur. Dans les transports, vous allez passer sur mobile et le soir, peut-être sur une tablette. C'est une moyenne, c'est pas général pour tout le monde, mais c'est pour dire que en fonction de votre audience, il va falloir que votre site soit peut-être plus adapté à une version ordinateur ou à une version mobile si c'est vraiment une population sur le mobile qui va se servir de votre site. Dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est de savoir qui sont justement ces utilisateurs. Ces utilisateurs, c'est ceux qui sont vraiment au cœur de votre recherche pour optimiser au maximum votre site internet. Et donc, votre objectif, ça va être de donner justement à ces visiteurs tout ce qu'ils veulent chercher.
C'est-à-dire qu'ils vont arriver sur votre site et c'est leur donner plein d'émotions positives pour qu'ils aient envie de rester et qu'ils aillent jusqu'au bout de ce que vous avez envie qu'ils fassent. Ce qui va être important, c'est de connaître votre cible par cœur. Donc pour ça, rien de plus simple, hein, vous, dans vos magasins, vous les rencontrez dans le quotidien. Sur les réseaux sociaux, vous interagissez avec eux. Sur votre blog, sur les salons également, sur les marchés si vous en faites. Voilà, vous allez vraiment connaître votre cible et à ce moment-là, vous allez pouvoir adapter votre site à votre cible. C'est-à-dire qu'un site pour les 20 ans ou un site destiné aux personnes de 60 ans ou plus ne va pas comporter les mêmes couleurs, la même structure, les mêmes éléments au même endroit. Donc, une fois que vous aurez votre cible, vous allez pouvoir connaître leur goût, leur âge, leur milieu social, etc. et adapter les couleurs, la typo, les icônes, les animations et aussi pour le référencement, tout ce qui est vocabulaire. L'objectif numéro 2, et ça c'est important, surtout pour les personnes qui créent toutes seules leur site internet sur des plateformes telles que Wix, Shopify ou autres, c'est que vous devez créer des pages simples. C'est-à-dire c'est vrai que sur ces plateformes, on vous propose plein d'options, plein d'animations à mettre, mais au bout d'un moment, vous en mettez tellement que le message que vous voulez faire passer, on ne le voit plus. Donc en gros, ce qui est important, c'est OK, on veut mettre plein de choses, on veut faire des choses innovantes, modernes, etc. Mais veillez à bien respecter des structures de page cadrées, ne pas en mettre trop. Le blanc sur un site internet n'est pas mauvais. De l'espace blanc n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, il peut être positif. Je vous montrerai un petit exemple après. Et voilà. Donc, à vous d'adapter vraiment vos pages sans en mettre trop. Là, par exemple, en fait, c'était pour vous expliquer le site Amazon. Je pense qu'on y va tous un petit peu, peu importe ce qu'on en pense. C'est pour dire que, par exemple, sur Amazon, il y a énormément d'éléments, que ce soit de photos, de textes, de sous-textes, de sous-textes. Et c'était pour expliquer qu'en jouant avec la couleur, la typo, la disposition, on arrive facilement à emmener l'internaute à cliquer là sur, pour le coup, ajouter au panier. Et c'est là où vous allez devoir trouver des petites subtilités graphiques avec des contrastes entre vos couleurs, votre texte, pour emmener l'utilisateur soit à acheter, vous commander, vous appeler, vous répondre à un formulaire de contact ou autre. Il va falloir aussi, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est savoir ce que vous voulez que votre internaute fasse. Et de ce fait, vous allez devoir lui mettre en avant ce qu'on appelle des call to action. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est les boutons ajouter au panier, contactez-nous, voilà. De manière à ce qu'ils les voient, peu importe où ils sont sur votre site et qu'ils puissent à tout moment, dans leur lecture de votre contenu, pouvoir faire la démarche de cliquer dessus. Donc, ça peut être l'inscription à la newsletter, vous contacter, prendre un rendez-vous, demander un devis, mettre dans le panier ou toute autre action qui vous intéresse. Voilà, il y a aussi quelque chose qui est à prendre en compte et qui est souvent délaissé sur le côté, c'est optimiser la vitesse de chargement de vos pages. En fait, vous en rendez pas forcément compte, mais plus un site est long à charger, plus les gens, vous savez, on est tous un peu pareil sur Internet, on est hyper impatient, hyper pressé, et si ça marche pas, on s'en va. Et qu'est-ce qui fait que votre site est lourd dans sa façon de s'afficher? C'est parce que vous n'avez pas optimisé vos images, par exemple, que vous n'avez pas optimisé et simplifié vos codes, que ce soit HTML, PHP, CSS ou JavaScript. Alors, vous allez me dire, c'est du charabia ce que tu racontes, Marine, mais en général, quand vous utilisez des CMS tels que WordPress, Wix, Shopify, PrestaShop ou peu importe, ils proposent en général des modules pour optimiser le poids de vos pages. Vous avez aussi un outil qui s'appelle, donc je vous l'ai marqué, Page Speed Inside, qui va vous dire sur 100 combien vous avez en termes de rapidité d'exécution. Alors, ça fait un peu charabia, mais une fois qu'on analyse un petit peu tout ce qui est dit derrière, vous allez pouvoir comprendre pourquoi le site est long à charger et qu'est-ce qui ne va pas. En gros, si vous êtes un photographe, vous avez beaucoup de photos à mettre. En général, vous ne mettez pas assez de texte, c'est de manière générale. Vous voulez mettre une typo sympa, voilà. Et en fait, tout ça va rajouter de la lenteur à l'affichage de votre site. Alors, OK, quand on est chez nous en Wi-Fi, ça fonctionne. Mais par exemple, pour les gens qui vont regarder ça dans les transports, on est d'accord entre nous que la 4G, elle n'est pas encore optimum partout. Donc, c'est vraiment important d'optimiser la vitesse de chargement de toutes vos pages.
Alors là, un point du coup, qui paraît totalement évident, c'est que votre site doit être adapté pour tous les supports, c'est-à-dire qu'on parte d'un écran fixe d'ordinateur, mais également d'une tablette, d'un ordinateur portable, d'un smartphone. Et ce n'est que le début, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, les écrans vont être de plus en plus grands et en même temps de plus en plus petits. Donc, il va falloir arriver à s'adapter à tout ça et savoir que la navigation n'est pas la même en fonction du terminal utilisé. Alors, pour ce qui concerne vos photos sur le site, je pensais que c'était important de faire un point. C'est génial de mettre des photos, ça rajoute un peu de vie à votre site, ça donne du dynamisme, il n'y a pas de problème. Si en plus vous avez une boutique en ligne, avoir des photos, c'est top. Ça améliore de fait l'expérience utilisateur parce que en voyant une photo, ça remplace le texte, c'est lisible, c'est clair, ça va vite. On peut humaniser son entreprise grâce aux photos, donc c'est plutôt pas mal d'en mettre. Mais, il y a toujours un petit mais, attention aux photos. C'est-à-dire que toutes les photos qui proviennent des banques d'images gratuites, on en connaît tous, on a tous cherché, c'est bien parce que c'est gratuit, que les images sont sympas, mais malheureusement, vous n'êtes pas le seul dans votre secteur d'activité à faire cette recherche-là. Donc, en gros, c'est pour vous éviter de vous retrouver avec votre concurrence qui utilise les mêmes photos que vous. Et entre nous, utiliser des photos libres de droit et gratuites, ça se voit sur votre site que ce sont des photos achetées et non des photos personnelles. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est OK, vous pouvez en acheter parce que c'est toujours sympa d'avoir une belle photo de présentation, etc. Mais c'est mieux si vous faites appel à un photographe pour vous faire une petite banque d'images à vous, donc une dizaine de petites photos que vous pouvez utiliser, ou honnêtement, aujourd'hui, avec les portables qui sont sur les téléphones portables qui sont sur le marché, on peut déjà quand même faire de jolies photos. La résolution est plutôt pas mal, donc vous pouvez quand même essayer de jouer avec ça, ou de voir dans votre entourage si quelqu'un ne peut pas vous aider à faire ces photos. Mais je voulais quand même mettre un petit point essentiel sur les photos qui sont libres de droit. Il y a un autre point qu'on oublie assez régulièrement et qui est hyper important, c'est les erreurs 404. Bon, qu'est-ce que c'est? En gros, une erreur 404, c'est une page qu'un internaute a dans son navigateur, mais qui n'existe plus sur votre site. Alors, pour différentes raisons, c'est une page que vous avez supprimée, un produit qui n'existe plus, un article de blog qui a été supprimé. Et donc, par défaut, votre internaute va arriver sur une page 404 pages not found. Alors, super, eh bien, je m'en vais. Non. En fait, le but, ça va être de travailler cette page 404 que vous pouvez travailler sans aucun souci sur tous les CMS. Il y a des modules qui le permettent. Et l'objectif de cette page 404, ça va être soit de mettre, parce que vous êtes quelqu'un d'un peu original, etc., et vous pouvez mettre un message humoristique, comme là, je vous ai mis la petite image avec Chuck Norris, mais vous allez pouvoir aussi remettre votre arborescence, des liens vers vos produits, vers vos catégories, vers vos services, votre page contact. Voilà, vous allez recréer sur cette page 404 une page de contenu qui, justement, va permettre de ne pas perdre cet internaute quand bien même il arrive sur cette page. Bon, là, ce que je vais vous dire, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le site, il est fait pour Google, parce qu'en général, 94% des gens font leurs recherches sur Google, pour vos clients et un petit peu pour vous. Donc, il faut absolument proposer un contenu de qualité. Et en fait, l'objectif, c'est de donner à votre internaute toutes les clés de ce qu'il cherche. Vous devez répondre à ses questions et à ce qu'il cherche à trouver comme réponse. L'objectif va être de traiter d'un maximum de sujets dans votre domaine d'activité. Voilà, sur ce point-là. Sur le point d'optimisation de la navigation, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez un menu sur votre site Internet. Ça ne sert à rien de faire des menus à 10 niveaux parce que les gens ne vont pas descendre aussi loin. En général, on part sur la règle des 3 clics, c'est-à-dire qu'un internaute qui arrive sur votre site, au bout de 3 clics, il doit arriver à son information. Si vous faites un menu où il y a trop de niveaux, vous allez perdre votre utilisateur. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, on y répondra, ne vous inquiétez pas. Donc, soignez bien votre navigation. Déjà qu'elle soit lisible dans sa continuité des onglets, c'est-à-dire qu'on commence par un onglet accueil, par un onglet à propos qui parle de vous, de votre activité, ensuite d'un espace boutique, service, prestations,
Ensuite, on part sur une partie peut-être galerie photo, lien, avec le lien de votre page Instagram ou que sais-je. Ensuite, vous pouvez avoir les parties blog, les parties actualité, contact, panier. Vous voyez, il y a une espèce de lisibilité dans cette arborescence qui fait qu'on va lire ce que vous voulez faire passer comme message. Donc, attention vraiment à votre navigation de ne pas en mettre trop. Une navigation, elle doit être accessible sur toutes les pages de votre site, peu importe où je suis. Quand bien même je suis sur la page 404, comme je parlais tout à l'heure, il faut que cette navigation soit visible pour que les gens puissent retrouver la navigation et reprendre leur processus. On va aborder un point un peu technique sur la sécurisation des sites en HTTPS qui date depuis quelques temps. C'est un élément qui est valorisé pour le référencement de votre site Internet aux yeux de Monsieur Google. Qu'est-ce que c'est? Donc, à gauche, vous avez un site google.fr qui est sécurisé où vous voyez le petit cadenas. À droite, vous avez un cadenas barré, connexion non sécurisée. Aujourd'hui, avoir un site en HTTPS, quand bien même vous ne faites pas de vente en ligne, est important. Excusez-moi. Comment vous faites? Vous allez chez votre hébergeur, que ce soit OVH, 1&1 ou autre, vous commandez votre certificat SSL. Donc, dans certains cas, c'est gratuit. Dans d'autres cas, c'est payant. Vous le configurez. Alors, en général, vous avez toujours une doc qui est bien faite chez votre hébergeur qui vous l'explique comment le mettre en place. Et ensuite, il va falloir faire une redirection de votre trafic de site. C'est-à-dire de dire que tous les gens qui arrivent sur http://www.monsite.fr, eh ben, ils vont être redirigés vers https www.monsite.fr. Voilà. En général, vous avez en tout cas, je sais que OVH le fait, donc j'imagine que 1&1 et les autres également. Quand vous achetez le certificat, quand vous commandez ce certificat SSL, il vous donne la petite doc pour pouvoir passer votre site en toute tranquillité. Je vais juste, avant de faire le point sur la... Non, je vais faire le point sur la RGPD, je regarderai vos petites questions après. La RGPD, donc je pensais que c'était important de faire un point parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'artisans n'ont pas mis en place toutes ces informations sur leur site Internet et ça peut leur être préjudiciable. Qu'est-ce que c'est que la RGPD? Donc, c'est le règlement général sur la protection des données qui a été, où il y a une mise en place effective depuis le 25 mai 2018. La définition qui a été donnée par la CNIL, donc c'est donc sur ce qui est les données à caractère personnel, c'est une donnée se rapportant à une personne physique qui peut être identifiée quel que soit le moyen utilisé. Son nom, son prénom, son adresse postale, son email, ou une identification un peu plus indirecte, mais qui la regroupe quand même. Qu'est-ce que vous avez comme données à caractère personnel? Donc, clairement, nom, prénom, adresse, mail, photo, situation familiale, CV, scolarité, formation, les numéros fiscaux, les plaques d'immatriculation, les données de géolocalisation, les données de connexion. Ce sont des données de type personnel, standard mais personnel. Il y a des données perçues sensibles, comme les données bancaires, le numéro de sécu, et des données personnelles juridiquement sensibles, c'est-à-dire tout ce qui est opinion politique, religieuse, syndicale, philosophique, tout ce qui est relatif à la santé, aux origines raciales, etc. Ce sont des données qui sont juridiquement sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? La RGPD, c'est en place pour tous les citoyens qui sont sur le territoire européen. Quand bien même vous faites de la vente à l'international, vous êtes considéré pour la RGPD et vous devez vous mettre en accord avec ça. Quand est-ce que vous connectez des données, donc, à chaque fois que vous avez une information sur votre site, sur vos réseaux sociaux, sur votre questionnaire papier, sur une simple demande d'information, qu'est-ce que vous devez faire? Concrètement, vous devez avoir une page des mentions légales. Je le dis parce que certains ne l'ont pas et si la CNIL arrive sur votre site et ne voit pas cette information, ça peut vous être vraiment préjudiciable. En général, vous la mettez dans le footer, c'est-à-dire en bas de votre site Internet. Elle doit être accessible facilement et à tout moment de la navigation sur votre site. Vous pouvez trouver des modèles de mention légale sur le site de la CNIL. Les chambres de métiers, on peut vous accompagner également sur ce point-là si vraiment vous avez du mal. En gros, vous devez indiquer vos coordonnées, qui vous êtes, quelle est votre société, avec toutes les informations, donc qu'on puisse vous contacter soit par email, soit par téléphone.
On a besoin de savoir dans vos mentions légales, qui est l'éditeur de votre site, votre hébergeur, la personne qui est responsable des contenus du site, qui est responsable de la maintenance du site. Pourquoi vous collectez ces données? Par exemple, justement, pour faire de la communication sur vos newsletters, simplement parce que vous avez un site de boutique en ligne et que vous avez besoin de connecter les données pour avoir l'adresse de la personne et lui livrer son produit. Vous devez indiquer aussi combien de temps vous allez stocker ces données et la mesure que vous avez mis en place pour sécuriser ces données. Sur tous vos formulaires, vous devez avoir une case à remplir pour informer l'utilisateur qu'il accepte de partager ses données. Il accepte de s'inscrire à la newsletter, il accepte de laisser ce mail, mais juste pour s'inscrire à la newsletter. L'effacement des données. Et oui, vous devez les effacer. Tout utilisateur, vous-même à titre personnel, voilà, si vous en avez marre que vos données aient été partagées à droite, à gauche, vous allez pouvoir supprimer ces données. Les utilisateurs doivent pouvoir, via votre site internet, retirer leur consentement d'utilisation des données. Ils doivent pouvoir faire une demande pour effacer les données, accéder à leurs données, modifier leurs données et transférer les données vers un tiers. En gros, pour cela, on conseille d'avoir une page spécifique pour que les utilisateurs puissent faire une demande. Vous mettez une adresse mail spécifique à ça et quand vous recevez un mail vous disant « voilà, je souhaite effacer mes données », vous dites « je vais le faire, je l'ai fait » et vous le faites. Évidemment, une fois que vous le faites, vous le faites. Faites pas, voilà, on ne fait pas semblant. Vous devez sécuriser votre site internet et si par malheur, vous avez une faille de sécurité ou par exemple, vous perdez votre ordinateur portable avec votre fichier client dedans, en gros, vous avez 72 heures pour le déclarer à la CNIL. Alors, ils vont rien vous faire parce que vous avez perdu votre ordinateur, mais par contre, vous les avez informés que vous avez perdu des données personnelles. Et ça, c'est important. Muriel va continuer sur les accompagnements de la CMA et à la suite de ça, on fera un petit retour sur vos questions dans le chat. Les financements par rapport à tous vos projets dans le numérique, vous avez aujourd'hui la région Île-de-France qui propose un chèque numérique qui prend à hauteur de 50% vos dépenses d'investissement en tant que commerçant ou en tant qu'artisan dans le développement de votre activité par le numérique. Concrètement, donc, vous êtes un commerçant enregistré au registre du commerce ou un artisan. Vous avez un établissement, donc forcément en Île-de-France, vous avez moins de 19 salariés. Vous pouvez alors bénéficier du chèque numérique pour deux choses. C'est soit l'un, soit l'autre, ça ne peut pas être, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Soit des dépenses dites de fonctionnement ou d'investissement. Fonctionnement, ça peut être abonnement à des solutions digitales de gestion, vous avez des logiciels de gestion. Ça peut être de la publicité digitale, c'est-à-dire que si vous faites de la publicité sur Google, par exemple, ça peut être aussi sur vos réseaux sociaux, Facebook ou autres. Vous avez encore beaucoup de choses, abonnement à un logiciel de création pour des sites internet, abonnement ou commission sur les ventes liées à une solution digitale. Tout ça est bien listé, on vous transmettra la liste. Et les dépenses en investissement, là, c'est si vous créez votre site internet. Donc, c'est par palier. Vous pouvez, jusqu'à ça, il y a un plafond de 1 500 €, c'est-à-dire que vous dépensez 3 000 €, la région Île-de-France va vous rembourser 1 500 €. C'est soit sur présentation en amont de devis, soit de facture. Et c'est une demande, donc il faut tout envoyer en même temps. Il y a donc les démarches à faire en fait sont simples. C'est vous remplissez, vous allez sur notre site de la CMA Île-de-France, vous avez un autodiagnostic en ligne auquel vous répondez sur le numérique. Et ensuite, on vous recontactera, on vous donnera différentes informations. Il faut ensuite réunir votre extrait de cabis, un RIB et les pièces justificatives, donc devis ou facture. Vous déposez tout ça sur Mes Démarches Île-de-France. Et ensuite, il faut compter 3 semaines en moyenne, au plus tôt. Bon, parfois, ça peut être un petit peu plus long. Et le versement sera directement effectué en cas de transmission de facture.
Il y a un deuxième financement qui a été mis en place aussi par l'État, c'est par France Num. C'est un chèque de 500 € pour vos projets d'investissement dans le numérique, mais ça, c'est seulement pour les commerces qui ont dû fermer pendant le deuxième confinement, c'est-à-dire à partir du 30 octobre. Faire ce qu'on appelle dans le cadre d'une fermeture administrative. La Chambre, comment nous, en tant que Chambre des métiers de l'artisanat, on peut vous accompagner, c'est en faisant un état des lieux de votre avancement, du développement de votre activité par le numérique. On regarde si vous avez aujourd'hui un site internet, si vous êtes sur les réseaux sociaux, on parle de vos projets et on vous conseille sur des actions qui sont simples à mettre en place. On peut faire l'audit de votre site internet parce que parfois on en a un mais il n'est pas toujours à jour. Bref, on a beaucoup de conseils à vous donner et c'est un service que la Chambre propose. Donc n'hésitez pas, que ce soit moi ou Marine, à nous contacter pour qu'on puisse voir ça ensemble. Voilà. Et maintenant, on va passer aux questions. Alors, sur les questions qu'on a eues sur le chat, Muriel, est-ce que tout le monde peut bénéficier du chèque numérique, peu importe son statut, micro-entreprise, etc. Oui, normalement, vous pouvez en bénéficier. Il y a, en fait, ce qui définit le fait que vous êtes éligible, c'est votre code NAF. Vous nous envoyez un mail et je vous communiquerai tous les codes NAF qui sont éligibles. Tout dépend de votre activité, mais c'est avant tout si vous êtes enregistré au commerce, au registre du commerce ou des métiers et de l'artisanat. D'accord. Est-ce que nous pouvons cumuler le chèque numérique et le chèque de 500 € de la région? Oui, vous pouvez cumuler, tout à fait. Est-ce que l'aide concerne les dépenses ou le matériel? Pas de matériel, non. Vous ne pouvez pas acheter un ordinateur et donc faire qu'il soit pris en charge. C'est fonctionnement ou investissement. Et investissement, par investissement, on entend la création d'un site internet. Quelle est la date limite pour faire cette demande d'aide? Écoutez, ils ont mis jusqu'à la fin 2021 et il est fort probable que ce sera repoussé, reconduit. Mais le mieux, c'est quand même de voir ça, d'étudier la question maintenant. Et il faut vraiment profiter de ce financement qui est très intéressant. Alors, concernant la question sur le chèque numérique, savoir on peut en bénéficier pour le développement d'une boutique en ligne. Si vous faites appel à un prestataire extérieur, effectivement, ça peut rentrer dans le chèque numérique sans aucun problème. J'ai vu une question. Le diagnostic, comment mettre en place le diagnostic? Alors, c'était quoi la question? Oula, attendez. Le diagnostic de notre site est-il gratuit et comment le mettre en place? Oui, effectivement, c'est gratuit. Et comme vous a dit Muriel, pour faire le diag, dans un premier temps, rendez-vous sur l'autodiagnostic ici, https://autodiagnostic-numérique.crma-idf.fr. Vous remplissez le petit questionnaire, comme ça, on aura déjà une idée de votre maturité digitale et un conseiller de votre département vous rappellera à la suite de ça pour évaluer avec vous voilà, comment on peut avancer ensemble. Qu'est-ce que la Google Search Console? C'est ce qu'on appelait avant, je sais pour certains peut-être qui connaissent, le Webmaster Tools. C'est un outil de Google qui permet en fait, Google a des outils pour votre site internet. C'est-à-dire vous avez créé votre site, OK. Point numéro 1, vous lui créez un code Google Analytics pour suivre les statistiques. Deuxième point, vous l'enregistrez dans votre Google Search Console. Donc toujours tout ça dans le même compte Google. Et en fait, Google va vous dire, il va vous lancer des alertes. Attention, votre site n'est pas sécurisé. Attention, vous avez plein d'erreurs 404. Attention, vous avez trop de visites d'un seul coup. Peut-être que votre site a été piraté. Il va vous remonter comme ça plein d'alertes. Et même vous allez pouvoir dedans aller lui dire, est-ce que tu pourrais me référencer cette nouvelle page que je viens d'intégrer sur mon site? Ou quand vous venez de le créer, de lui dire, ben voilà Google, en gros, je viens de créer mon site, je viens de créer 30 pages, est-ce que tu peux commencer à me les référencer tout de suite? Donc en gros, vous tapez simplement dans Google Search Console, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe Gmail que vous utilisez habituellement, vous configurez votre nouveau site.
C'est assez simple et assez intuitif. Et de là, vous allez avoir plein de petites choses que vous pouvez faire sur votre site. Alors, je paie mon site sous Wix tous les mois. Puis-je utiliser l'aide pour cela? Oui, effectivement. Ça peut être votre hébergeur, l'abonnement de l'hébergeur de votre site peut être pris en compte dans le chèque numérique. Si on n'a pas d'adresse Gmail, est-ce que le Google Search… Honnêtement, hein, si vous avez un site internet, idéalement, créez-vous une adresse Gmail au nom de votre entreprise, donc monentreprise@gmail.com, et vous êtes tranquille pour utiliser tous les services de Google. Honnêtement, ça vous coûte rien et c'est toujours mieux d'avoir une adresse Gmail, même s'il y en a certains, je peux l'entendre, qui sont contre. Mais à la limite, ce sera plus facile. Créer une adresse Gmail juste pour cette étape-là de Google AdWords, Google Analytics, Google Search Console, etc. Est-ce qu'on peut revoir la diapo juste avant? Quelles sont les démarches? Voilà, vous l'avez. De toute façon, on va vous envoyer la présentation, donc vous aurez toutes les infos. Oui, donc le diagnostic est gratuit. Voilà, l'accompagnement numérique est vraiment top. J'ai eu mon deuxième rendez-vous, tout est bien. C'est toujours agréable d'avoir des retours positifs. Là, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce qu'il y aurait certaines questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Et de toute façon, voilà, vous avez notre adresse mail, votre numéro de téléphone. Vous n'hésitez pas à nous appeler ou à nous faire un petit mail. On prendra un grand plaisir à vous répondre. Oui, Marie, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais poser une question concernant la prestation du CMA. Oui. Vous m'avez entendu? Très bien. Bon. Est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide pour les prestations de la CMA? Non. Pourquoi? Parce que les prestations de création de sites de la CMA sont déjà, entre guillemets, subventionnées et vous ne pouvez pas être subventionné 2 fois sur un même produit. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par le même produit, du coup? Pardon? La création de site qu'on propose. Alors, effectivement, la Chambre de métier du Val-de-Marne propose la création de sites. Les tarifs sont déjà quelque part subventionnés, donc vous ne pouvez pas bénéficier dessus du chèque numérique. Non, mais ça, j'ai compris. Mais si je veux développer donc e-shop là-dessus, oui. Est-ce que je peux en bénéficier parce que c'est notre service? Bien sûr, si vous faites appel à un prestataire extérieur, donc que vous pouvez trouver sur France Num ou même autre, voilà, vous pouvez en bénéficier, oui. Mais pas à la chambre de métier? Non. D'accord, ok. Pour Florence qui demande que nous sommes dans le Val-de-Marne et que vous êtes à Paris, n'hésitez pas à faire un petit mail à Muriel ou à moi et on transmettra vos coordonnées à nos interlocuteurs de Paris ou autres régions si besoin. Alors, combien de temps prend l'analyse, s'il vous plaît? J'imagine que c'est pour le diagnostic numérique. Donc, le diagnostic, en gros, vous faites le petit diagnostic en ligne. Nous, on reçoit derrière l'information sur votre maturité numérique d'aujourd'hui. On se refait un petit point téléphonique pour savoir un peu quelles sont vos attentes, où vous en êtes, etc. De là, on remplit ensemble un petit questionnaire pour aller beaucoup plus loin pour connaître davantage sur votre démarche. Ensuite, on refait un rendez-vous d'une heure, 2 heures en fonction de ce qu'il y a à dire et on voit comment on peut vous accompagner sur le développement de votre présence digitale, quoi. Après, c'est vraiment au cas par cas en fonction d'où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller, de votre appétence pour le digital, du temps que vous avez à consacrer, etc. On essaye de s'adapter un petit peu.
Pour la personne qui demande pour le webinaire du 8, donc d'hier, qui était sur les réseaux sociaux, oui, il est possible d'avoir un replay. N'hésitez pas, si tu peux mettre les coordonnées, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, soit à Muriel, soit à moi. On vous enverra le lien pour le replay sans aucun problème. Surtout qu'il était quand même, je tiens à le dire, très intéressant et très constructif et très complet. La page 404 est une page supprimée ou un article. Comment vérifier? En fait, les pages 404, c'est quand, par exemple, vous avez une boutique en ligne, vous avez créé un produit, il a été vendu, vous supprimez la page. Malheureusement, Google l'a déjà référencé. Donc, si quelqu'un tombe dessus, il va tomber sur une page 404. Comment faire? C'est-à-dire en gros, quand vous supprimez une page sur Google, soit justement dans la Google Search Console, vous allez lui indiquer que la page est supprimée, comme ça Google va la désindexer. Si vous travaillez sur un CMS tel que WordPress ou Wix, vous avez des modules de redirection et où quand vous supprimez la page, vous allez lui dire dans ce module de redirection, écoute, la page www.monsite.fr/monproduit a été supprimée. Est-ce que tu peux la renvoyer directement sur www.monsite.fr? Alors, pour savoir qui voit les pages en 404, justement, quand vous avez installé un code Google Analytics sur votre site Internet, vous allez pouvoir savoir combien de pages 404 vous avez, combien de personnes sont tombées dessus, et du coup, vous allez pouvoir corriger et rectifier le tir. Je suis abonnée avec Creative Cloud. Est-ce pris en compte pour le chèque numérique? Là, j'avoue que je suis... À vérifier. À vérifier. Je ne peux pas vous le dire à 100%, être sûr. N'hésitez pas à nous renvoyer ces petites questions par email et on essaiera de vous trouver l'information sans aucun problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou En tout cas, n'hésitez pas. Oulala. Non, on ne peut pas supprimer des pages 404 directement de votre site Internet. Il faut faire de la redirection ou indiquer à Google que vous avez supprimé les pages. Alors après, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions qui sont du cas par cas quand même, parce que ça va être compliqué pour tous. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. On essaiera de voir ensemble comment on peut avancer. Les modules WordPress, vous en avez une grande partie qui sont gratuites pour, par exemple, l'optimisation des images, des fichiers JS, CSS, etc. Vous en avez une bonne partie qui sont quand même gratuites. Il faut juste faire attention aux notations et qui sont compatibles avec votre version de WordPress. Est-ce qu'on peut donner des factures en plusieurs fois pour le chèque numérique? Non, c'est une demande. Attention, c'est une demande. Très bonne question. Hein. C'est une demande par entreprise. Donc, si vous avez plusieurs factures, vous pouvez les mettre dans votre demande, mais vous ne pourrez pas faire la demande 4 fois dans l'année. Peut-on cumuler un chèque d'aide de 500 € et une aide financière à hauteur de 50%? Oui, vous pouvez. Pour une formation et coaching en ligne pour la création de mon site, est-ce valable? La création? Pour une formation et coaching en ligne pour la création de mon site, est-ce valable? Il y a des subventions, c'est pas dans le chèque numérique, il y a des subventions cependant pour les formations et ça on peut vous mettre en relation avec notre service formation puisqu'à la Chambre on propose des formations et notamment spécialisées dans le numérique pour créer son site, gérer ses réseaux sociaux, améliorer le référencement de son site. Donc dites-le nous par email et je vous mettrai en relation avec ma collègue de la formation. Des sites à travailler pour le SEO. Au début de la présentation, ma collègue Muriel vous avait donné 3 outils sur lesquels vous pouvez faire des mots-clés. Vous pouvez travailler vos mots-clés et avoir... Alors, on va vous remettre la petite slide. De toute façon, on vous enverra tout. Mais c'est des outils qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans la recherche de mots-clés. Que pensez-vous des services de référencement payants? La question est un peu globale quand même, parce que des services de référencement payant, vous parlez quoi, d'un prestataire extérieur?
Oui, ça peut être bien. Après, il faut, comme tout, il faut bien lire les lignes du contrat. Mais oui, après, si vous avez besoin de référencer votre site, D'acheter des mots. vous pouvez sans aucun souci le faire. Permis des outils. Merci. Voilà la page avec les outils pour vous aider sur les mots-clés. Après, plus vous allez les travailler et plus vous allez voir que c'est des choses qui arrivent, voilà, qui deviennent plus naturelles. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué d'écrire pour le web. Et plus vous allez faire, plus vous allez voir que c'est facile. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions en quoi consiste l'achat de mots-clés? L'achat de mots-clés, c'est ce qu'on appelle le Google AdWords. C'est en fait, vous avez par exemple une activité on va dire que vous êtes créatrice de bijoux et vous allez dire, bah voilà, je veux acheter des mots-clés dans Google pour qu'on me trouve plus facilement. Donc, vous allez aller dans Google AdWords et vous allez faire un jeu d'enchères, c'est-à-dire que vous allez voir en fonction des mots l'enchère qui est à prendre. Donc, alors, par exemple, si vous êtes créatrice de bijoux, vous allez mettre bijoux fantasy. Vous allez acheter ce combo de mots-clés. Vous allez voir les enchères et vous allez les acheter. Et en fonction du montant que vous allez indiquer, vous allez plus ou moins ressortir dans les recherches de tout le monde quand ils auront tapé justement bijoux fantasy. C'est une prestation qui peut rentrer dans le chèque numérique si vous avez envie de tenter le jeu. Par contre, je ne vous cache pas que sur le Google AdWords, vous avez des concurrents de taille. Je parle surtout pour tout ce qui est créateur de bijoux, où vous doutez bien que tous les grands groupes sont déjà dessus, quoi. À voir. Alors, sur le site Mes démarches Île-de-France, je bloque sur la première page. Je vous laisse nous contacter, Muriel ou moi, ou le conseiller de votre département pour répondre plus personnellement à votre question. J'ai déjà investi dans une webmaster qui me forme et mon coach à distance en ligne et je crée mon site avec son aide. Je paye en 10 fois. Puis-je bénéficier du chèque numérique? Oui, si vous avez la facture ou le devis, vous pouvez, même si vous payez en 10 fois, de toute façon, vous serez remboursé. Ce ne sera pas pris en charge directement. Donc, sans problème, du moment que vous avez le montant de la facture finale ou le devis qui précise le montant de la prestation. Alors, très bonne question qui vient d'arriver. Donc, si je trouve un prestataire pour faire mon site à 1 000 €, je peux bénéficier d'un chèque de 500 € et d'une aide de 50% à hauteur de 500 €. Donc, mon site est gratuit au final. Mais est-ce que vous êtes éligible pour les 500 €? Il faut avoir été, c'est ça qu'il faut vérifier, avoir eu une fermeture administrative obligatoire durant le 2e confinement. Envoyez-moi un mail et je vous redonnerai tous les détails. Les conseils pour le Google Shopping, pareil, c'est des questions un peu plus personnelles. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour qu'on revienne sur ce point-là avec vous. De rien. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la présentation et de vos questions. Je le répète, n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour qu'on puisse répondre à vos questions ou soit vous rediriger directement vers les conseillers de votre département pour qu'on puisse vous apporter des réponses vraiment personnelles. Et merci à tous pour votre participation, parce que vous étiez nombreux ce soir. Voilà, merci à vous. Très bonne soirée à tous. Merci, au revoir.